t'as cliqué sur cette vidéo là, reste là, on va aborder tous les sujets pour débuter le jet ski correctement. Je vais vraiment essayer de te parler un petit peu des coûts d'entretien, l'achat d'une machine, l'équipement, les taxes s'il y en a, parce que bien sûr on a une taxe à payer tous les ans. Maintenant en plus il y a des choses qui ont changé encore récemment en 2023, le permis bateau, voilà, on va vraiment essayer d'aborder tous les sujets. Encore une fois désolé si je parais pas trop à l'aise devant la caméra, parce que c'est vrai que bon, c'est le genre de vidéo que je déteste tourner, mais je me dois de vous la faire parce que justement vous êtes nombreux à me le demander. À partir de là, qui ne se pose pas la question d'avoir son propre jet ski chez soi pour pouvoir en profiter quand on veut sans devoir débourser quand même des 60 euros, 100 euros de l'heure pour louer ton jet. À partir de là aussi, plusieurs questions vont se poser. Si tu vas naviguer 3 heures ou 4 heures ou 5 heures dans l'année, ou même, allez, je dirais presque, allez, 10 heures dans l'année, parce que vraiment ça vaut le coup d'acheter un jet. Chacun fait ce qu'il veut avec son argent, mais pour moi, si t'en fais au grand max 10 heures dans l'année, pour moi, hein, ça reste mon avis. Oublie, n'achète pas de jet ski. 10 heures dans l'année, ça veut dire que, allez, ça fait peut-être 1000 euros de dépenses par an si tu veux en louer un. Ça sert à rien. Enfin, reste avec tes 1000 euros de dépenses en location. Ça te reviendra beaucoup moins cher que d'acheter ton propre jet. Honnêtement, ça reste mon avis. Hein. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, il y a aussi l'assurance sur un jet, d'accord? Et l'assurance sur un jet ski récent, en tout risque, va falloir que tu comptes environ 500 euros à l'année. Plus ou moins, ça va dépendre de l'ancienneté de ton jet, ça va dépendre de plein de choses. Mais environ, moi, sur les machines récentes, je tourne entre 500 et 550 euros en tout risque à l'année. L'assurance en jet ski n'est pas obligatoire. Mais, si on est un minimum responsable, on prend une responsabilité civile qui va te coûter environ 100 euros à l'année. C'est la moindre des choses. Moi, je pense que tous les ports devraient demander au minimum une responsabilité civile. Je pense que ça pourrait éliminer un peu les mauvais jet skieurs et compagnie. Alors, faut pas faire tout un cliché et compagnie. Vraiment pas, le prenez pas pour vous. Mais de toute façon, c'est déjà en train de se faire. De plus en plus de ports aujourd'hui, quand vous allez prendre un accès avec un badge pour aller mettre votre jet ski à l'eau, vont vous demander un certificat d'assurance. Voilà, je suis venu à te parler de tout ça là maintenant, des coûts d'assurance et compagnie, parce que tu vas le voir dans la suite de la vidéo. Mis bout à bout, fait quand même une sacrée addition. Pour moi, entre 5 et 10 heures, je pense que voilà, mon avis à moi, c'est pas trop utile d'acheter un jet. Allez, suivant. Ce qui va te venir en tête du coup, c'est est-ce qu'un jet ski ça coûte cher? Est-ce qu'un jet ski ça consomme? Il y a plein de choses qu'on sait pas au début. Les gens découvrent après qu'il y a une taxe à payer, par exemple. Là, je parle vraiment pour les novices qui ont jamais fait de jet, qui ont loué un jet une fois dans leur vie, qui se sont dit c'est trop bien, c'est la liberté, j'ai envie d'avoir un jet ski. La première étape, ça va être le permis bateau. Ça va être obligatoire, il faut un permis bateau pour conduire un jet. C'est une moto marine, ça fait entre 100 chevaux et 300 chevaux, et il va te falloir un permis. En général, le permis côtier suffit, mais j'ai entendu encore une fois dernièrement qu'apparemment, sur un post, une publication sur Facebook par rapport à des compétitions, ils allaient demander le permis fluvial, dans tout ce qui était voilà, fermé, les lacs et compagnie. Donc je sais pas trop comment ça se passe, mais en lac, tu peux, moi je vais au lac de Parlou, c'est le permis côtier, il n'y a pas de souci. D'accord. Le permis côtier, c'est environ, alors ça a dû évoluer les tarifs, ça dépend vraiment de ta région, ça va dépendre de plein de choses, c'est environ 350 euros. Ce qui va te coûter le plus cher en général, c'est les timbres fiscaux. Il y a 80 ou 100 euros de timbres fiscaux, enfin voilà. Bienvenue en France, c'est comme ça. Comme tout passage de nouveau permis, bon tu vas te dire est-ce que c'est difficile ou pas. C'est vrai que quand t'es complètement nouveau dans le nautisme, c'est vrai que c'est complètement nouveau à vrai dire, les bouées et tout, les cardinales, tu connais rien, et pour moi c'est du par cœur, faut apprendre par cœur, voilà. Ça se fait vite, ma femme qui n'y comprenait strictement rien du tout là-dedans, moi il y a des choses qui me paraissaient un peu logiques, elle l'a passé en 3 semaines, donc c'est pas la fin du monde, ça se passe, t'apprends par cœur, tu t'y intéresses quand même un minimum, le but c'est quand même d'essayer de retenir quelque chose, parce que quand on voit le comportement après en mer, même pour les plaisanciers, pas que pour les jets, tu prends peur. Voilà, premièrement, passage du permis, bateau, côtier ou fluvial, à toi de te renseigner, compte environ 350 euros minimum. Deuxième étape, félicitations à toi, tu as obtenu ton permis bateau, donc du coup tu vas commencer à te renseigner sur les jets. Là clairement, plusieurs questions vont se poser. Quel type de jet tu veux? Est-ce que tu veux naviguer en lac? Est-ce que tu veux naviguer en mer? Est-ce que tu veux naviguer solo? Plein de questions. Donc là j'ai un petit mot pour vous les experts, ceux qui ont plus de compétences que moi. Si je dis une connerie, vous rectifiez en commentaire, d'accord? C'est une chaîne, on est là pour s'entraider. J'ai
le téléphone sous les yeux, on va en venir au sujet de la taxe, ok? Là par exemple, je vais te dire exactement ce que j'ai, comme ça tu n'auras pas besoin de faire ta recherche. Jusqu'à 90 kW exclus, d'accord? Exonération, tu n'auras pas de taxe. De 90 kW à 159 kW, ce sera 3 € par kilowatt, ok? Et après ainsi de suite. Après ça va monter carrément à 4 € le kilowatt. Donc en gros, quand on parle de kilowatt, je crois, si je te dis pas de bêtises, au-delà de 120 chevaux, tu vas payer une taxe. Aujourd'hui, à l'époque, il y a des gens qui pourront te dire, si tu te renseignes, que par exemple, un GTI 130, tu pouvais l'avoir non taxé. Un Sidou GTI 155, tu pouvais l'avoir non taxé. Même les nouveaux GTI et GTX 170, tu pouvais les avoir non taxés. Aujourd'hui, oublie, c'est fini. Il y a pas mal de choses qui ont changé depuis début d'année 2023 ou fin d'année 2022, je ne sais plus trop. Renseigne-toi bien. Moi, je te le dis, fais attention. Quand tu vas acheter un jet, admettons là maintenant, du coup, cette année-là en 2023, celui qui te dira, un jet d'occasion, qui te dira mon jet n'est pas taxé, fais attention, tu paieras la taxe. Petite parenthèse, je t'explique pourquoi tu paieras la taxe. Parce qu'avant, par exemple, ce modèle-là, un Sidou GTX 170, quand tu l'as acheté en concession, le premier propriétaire pouvait le déclarer comme jet bridé, ok? Donc de là, t'es le premier propriétaire, tu paieras jamais de taxe parce qu'il est considéré bridé à 100 chevaux, t'as pas de taxe. Aujourd'hui, bien sûr, les choses ont changé. Le propriétaire, par exemple, admettons, moi j'ai acheté le jet il y a 3 ans en arrière, on pouvait largement le faire. Mon jet n'est pas taxé alors qu'il fait 170 chevaux. Ok, tu vas vouloir acheter ce jet ski, le mec va mettre dans l'annonce. Alors là, il y en a qui vont m'en vouloir. Hein. Le mec va mettre dans l'annonce jet non taxé, toi tu vas l'acheter, tu vas faire tes papiers à ton nom, et là tu vas recevoir la petite taxe. Hein. Comme quoi il va falloir payer, donc du coup pour un 170, c'est environ grosso modo 400 €. Donc fin de la parenthèse, pour les taxes, voilà, sache que au-delà de 120 chevaux, tu auras automatiquement une taxe à payer. Là-dessus, tu vas sur internet, tu verras, tu marques taxe VNM jet ski, tu vas avoir tous les jet skis répertoriés avec les kilowatts et combien tu auras à payer. La taxe, bien sûr, c'est pas une fois, hein, c'est tous les ans. Et grosso modo, la taxe, ça va de, si je te dis pas de bêtises, 230, 240 € jusqu'à 850 pour les plus gros jet skis, voire 900 € pour les Sidou 300. Donc peut-être que je t'ai déjà refroidi, mais dis-toi une chose, est-ce que réellement t'es à... Alors la moyenne, en général, la moyenne, le bon compromis, ça reste les moteurs atmosphériques, 170 chevaux chez Sidou, ou un peu moins, je te parle pour les nouveaux modèles, avant c'était les 155 chevaux, ou chez Yamaha, 180 chevaux. C'est des moteurs atmosphériques, c'est ultra fiable. Je dis pas que les compressés c'est pas fiable, mais c'est ultra fiable et voilà, ça va te coûter environ 400 € à l'année. Est-ce que réellement quand tu vas acheter un jet ski t'es à 400 € près à l'année? Je sais pas. Alors là le sujet va être dur à aborder, on va parler du choix du jet. Si je prends mon exemple à moi, je louais des VX qui étaient bridés à 100 chevaux, j'ai aimé le Yamaha VX, j'ai commencé par là, j'ai pas brûlé des étapes on va dire, j'ai commencé par un VX TR1 115 chevaux, donc si tu remontes sur mes vidéos en arrière tu verras, j'avais un VX TR1 Cruiser de 115 chevaux, c'est un petit moteur 3 cylindres, ça consomme rien du tout, tu n'as pas de taxe à payer, ça reste fun, ça reste un bon jet, c'est plus puissant que les jets de loc, mais voilà. Au bout d'un moment, il est vrai que au fil des années, bon, bah forcément, hein, comme tout, hein, tu vas vouloir plus puissant. J'ai pas envie de vous influencer sur telle marque ou telle marque ou telle marque, parce qu'en vrai, on se taquine beaucoup sur les réseaux. Mais qu'est-ce que je m'en tape? Maintenant, depuis que j'ai, honnêtement, depuis que j'ai un Sidou, je me suis jamais fait autant clasher. En Yamaha, j'avais pas de soucis, hein. Mais alors depuis que j'ai un Sidou, donc maintenant, je m'auto-clash tout seul, parce que c'est bon, la guerre des marques, ça va 5 minutes. Les questions que tu vas vraiment devoir te poser, c'est est-ce que tu vas faire de la randonnée? Est-ce que tu vas naviguer tout seul? Est-ce que tu vas prendre ton enfant, ta femme avec toi? C'est vraiment les questions les plus importantes qu'il va falloir que tu te poses. Le choix de la taxe, tu veux payer une taxe? Tu vas pas payer une taxe? Donc aujourd'hui en 2023 c'est foutu, tu vas devoir payer une taxe, sauf si tu prends un Sidou Spark par exemple, 90 chevaux, 110 chevaux, ou clairement un Yamaha VX. Et encore chez Kawasaki, je crois que tu peux acheter le jet bridé en 100 chevaux, c'est les seuls qui le font aujourd'hui. Sinon c'est des moteurs 160 chevaux à la base chez Kawasaki. Mais je crois que tu peux les acheter, c'est un peu plus cher, je crois que c'est 500 ou 1000 € plus cher quand tu l'achètes directement en concession bridé 100 chevaux. Voilà, il est déclaré comme ça. Donc grosso modo, je te laisse faire ton choix, mais voilà, si une petite machine ultra fun, tu vas avoir un Sidou Spark, tu vas avoir les nouveaux Jetbuster chez Yamaha, c'est des petites machines ultra fun avec un très bon rapport qualité-prix. Bon, les prix ont explosé en 2023, mais rapport poids-puissance, voilà, c'est vraiment bien. De là, tu vas monter sur une gamme supérieure, donc si on parle de Sidou, ça va être du GTI par exemple. Chez Yamaha, tu vas passer sur du VX, et après, on va encore passer sur une autre gamme. Chez Sidou par exemple, tu vas passer sur du GTX ou du RXT. Les puissances vont commencer de 170 chevaux à 300 chevaux, et chez Yamaha par exemple, tu vas passer sur du FX, et le FX, alors il y a les GP, c'est la gamme, c'est le haut de gamme chez Yamaha des VX on va dire, c'est vraiment le VX ultra sportif, et après sinon tu vas passer sur la gamme FX chez Yamaha qui va aller de 180 chevaux à 260 chevaux. Chez Sidou par exemple, ça va être du coup comme je t'ai dit GTX et RXT, ça va aller de 170 chevaux en atmosphérique, 230 chevaux, c'est vrai qu'ils ont un compromis entre les deux, 230 chevaux en compressé, 300 chevaux également en compressé. Ici par exemple c'est mon premier Sidou, j'ai passé le cap, question de prix, honnêtement question de prix, j'aime beaucoup Yamaha, je suis encore très
très fan de Yamaha, j'espère pouvoir me racheter un Yamaha un jour, mais si tu te renseignes sur les prix, bon bah ça commence à faire un petit peu cher. Attention, chez Sidus, les prix ont aussi explosé. À l'époque, c'était bien. Un GTX 170, tu l'avais dans les 15 500 euros. Aujourd'hui, ce modèle-là est à 18 500 euros. 18 500 euros, il y a 5 ou 6 ans en arrière, t'avais chez Yamaha une machine de 180 chevaux, quoi. Pour moi, Yamaha reste quand même beaucoup plus qualitatif. On a des machines plus polyvalentes entre sportivité, confort. Voilà. Attention, prochainement, je te ferai des vidéos sur ce GTX 170. Actuellement, je suis en rodage. J'en suis très content pour le moment, mais je sens que c'est moins fiable. C'est pas pour, voilà, c'est pas pour dire n'achetez pas de Sidou, vraiment pas. Je sais pas, peut-être que c'est mentalement, je sais pas comment t'expliquer la chose. Je vous donne mon ressenti tout simplement. Donc pour vraiment schématiser la chose, si tu veux une machine ultra confortable, bah vise sur du Yamaha FX, d'accord? On va pas parler de puissance, la puissance tu fais ce que tu veux, tu vois en fonction de ton budget. Vise sur du Yamaha FX ou alors sur du GTX qui est ultra confort ou du RXT par exemple qui est ultra confortable, c'est les mêmes coques si je dis pas de bêtises, c'est des coques ST3 en fibre de verre. Tu vas te renseigner au fur et à mesure chez Yamaha, il y en a qui vont te dire les coques Nano XL et blablabla et blablabla et blablabla. Oui et non. Il y en a qui vont te dire c'est fragile, il y en a qui vont te dire que ça bouge pas. Moi le premier je te dirais que ça bouge pas. C'est con ce que je vais dire encore une fois et je pense qu'il y a des gens qui vont commenter suite à ce que je vais dire. C'est comme en voiture, tu vas rouler sur la route là, d'accord? Si tu roules dans un nid de poule, tu vas niquer ton amortisseur et ta jante. Et ben en mer c'est pareil. Il y a des gens ils sont ils analysent rien ce qu'il y a devant, ils analysent rien, tu vois, ils analysent que dalle, analysent la mer, enfin je sais pas, si c'est sûr que si tu viens taper ta coque d'un coup contre une vague, bah ta coque, t'as une chance sur deux de l'exploser on va dire, tu vois. Ne prenez pas ça pour une motocross quoi, ne prenez pas ça pour une motocross, ça reste une moto marine, voilà c'est... Voilà, je sais pas, c'est mon avis à moi, encore une fois, je respecte les avis des autres. Et donc de là, si tu veux une machine ultra fun, ultra joueuse, bah oriente-toi sur du Sidus Spark, oriente-toi sur du Yamaha EX, alors le EX n'existe plus cette année, c'est le Jet Blaster par exemple, où en fait c'est un peu une copie du Spark Trix, parce qu'ils ont mis un trim où tu peux lever et cabrer avec, enfin voilà. Ou du VX 115 chevaux, bon bah c'est bien pour commencer, t'auras pas de taxes, ou alors du VX ou du GP à partir de 180 chevaux, où là ça commençait à être une machine très sportive et relativement fun également. En sachant une petite parenthèse que sur le Yamaha FX, moi qui l'ai eu, si tu remontes sur mes vidéos, je l'ai eu en atmosphérique 180 chevaux, c'est comment dire, c'est ultra polyvalent. C'est ultra polyvalent, c'est incroyable, tu fais ce que tu veux avec. Voilà, c'est pour ça que je trouve que Yamaha a un très très bon compromis dans tout, en termes de randonnée. Voilà, c'est ultra polyvalent, c'est confortable et tout, même si je t'avoue que ce petit GTX est ultra confortable. Ultra confortable, c'est incroyable. Il y en a qui me disent que c'est pas vrai, mais je vous jure, encore une fois, c'est mon ressenti à moi. C'est incroyablement confortable. Vraiment, c'est un truc de fou. De quoi on va parler? En termes de consommation, je vais essayer de te donner un petit peu un ordre d'idée. Un Yamaha VX, tu vas compter entre, allez, là, une moyenne de 10 litres à l'heure, d'accord? Pour un Yamaha VX. Toutes les petites machines pas trop puissantes comme ça, qui vont faire moins de 120 chevaux ou 120 chevaux maximum, voilà, tu peux compter allez 10-15 litres heure et encore vraiment c'est un peu une estimation un peu floue, mais en gros c'est ça. Les nouvelles machines, bah franchement le GTX là actuellement 170 chevaux, je suis relativement surpris. Alors chez Sidou t'as un petit compteur qui t'annonce par exemple, bah regarde je te le montre s'il faut, regarde je te le montre en direct, regarde on prend le téléphone, vidéo, tac. Regarde, je te montre ça direct. Voilà, je te montre ça direct avec le téléphone. On a une consommation, par exemple, ici, tu vois, qui m'affiche 161 km. À première vue, ça me paraît fiable, on verra bien. Donc là, encore une fois, tout va dépendre de ta navigation. Si moi, j'utilise beaucoup un jet en mode randonnée. Dernièrement, si j'ai pris ce GTX, c'est aussi pour faire beaucoup de pêche. Comme tu peux le voir, je suis équipé. Des vidéos pêche, vous allez en avoir, les amis. Peut-être qu'il y en a qui vont aimer, peut-être qu'il y en a qui vont pas aimer. Enfin bref, ça, c'est un autre sujet, on verra bien. Comme je l'ai toujours dit, mes vidéos, je les fais pour moi, pour mes propres souvenirs. Et par la suite, je partage avec tout le monde, avec la communauté. Pour moi, ça reste raisonnable en termes de budget carburant. Aujourd'hui, quand même, là, maintenant, sur les nouvelles machines, que ça soit du YAM ou du Sidou, t'as des réservoirs qui font 70 litres. 70 litres, je te rassure, tu peux le bouffer dans la journée. Donc c'est 70 litres à 2 € le litre, le 98, voilà, ça va te faire 140 à peu près le plein d'essence, d'accord? Tu peux bouffer ça en une journée. J'ai jamais bouffé un plein en une journée. Moi, sur toutes mes vidéos, regarde toutes mes vidéos, les randonnées qu'on a fait et tout, le maximum que j'ai dû bouffer, c'est un gros demi-plein. Un gros demi-plein. Donc tout dépend de ta navigation. C'est sûr que si tu prends un 300 chevaux et que t'es comme ça pendant 2 heures, ah bah en 2 heures, les 70 litres, tu vas les vider. Voilà, encore une fois, ça dépend de tout. En voiture, c'est pareil, si t'appuies à fond, tu consommes, si t'appuies pas, tu consommes pas. Pour le prix des machines, on en a pas parlé, un sujet qui fâche. Pour le prix des machines, aujourd'hui en 2023, pour une machine neuve, tu vas commencer à en trouver dans les 10 000 jusqu'à 30 000, tu vois. Mais ça va très vite, attention. Quand je te parle de 10 000, ça va être du Sidus Spark et c'est tout. Et c'est tout, je crois. À l'époque, t'avais du Yamaha EX, mais qui n'est pas vendu en 2023 actuellement pour l'Europe, il me semble. Donc le Jet Blaster est à, attention, accroche-toi, 16 500 ou 17 000 euros. Tandis que chez Sidou, un Spark, tu vas le trouver dans les 10 500 ou 11 000 euros, si je te dis pas de bêtises. De là, tu vas passer sur la
la gamme au-dessus. Comme je te disais, du GTI chez Sidou par exemple, où ça va commencer, je te dis pas de conneries, dans les 14 500 ou 15 000 euros maintenant. Ça va beaucoup augmenter. En parlant de chez Yamaha, du coup, tu vas passer sur une gamme VX. Bah, pareil, un VX aujourd'hui, c'est 17 000 euros. Je te parle hors remise, hein, mais voilà, c'est 17 000 euros. Et quand tu vas encore monter, ça va très vite. Hein. Si tu es passé sur du 180 chevaux chez Yam, tu vas franchir la barre des 22. Voilà, tu vas franchir la barre des 22 000 euros. Je te parle en matériel neuf. Hein. Chez Sidou, si tu es passé la barre des 170 chevaux, 18 000 euros, quoi. Voilà. Alors, bien sûr, toi, t'es là, tu veux débuter. Donc, est-ce que vraiment tu veux mettre cette somme d'argent? Tu vas sûrement t'orienter vers l'occasion. Alors là, le sujet va être long, délicat à aborder. Je sais pas comment. Je m'assois et je me concentre. En occasion, tu vas avoir vraiment de tout et n'importe quoi, comme pour tout. Moi, je vais privilégier une machine qui aura un peu plus d'heures, d'accord? Il faut que tu fasses un ratio en fait. Il faut que tu fasses un ratio, un rapport des années de la machine et des heures de navigation. Personnellement, je ne prendrai jamais une machine qui a 10 ans et 50 heures de navigation. Honnêtement, non. Ou alors vraiment le mec qui me montre que tous les ans, il a une facture professionnelle où il a hiverné le jet et compagnie. Et encore, tu peux avoir un jet de 10 ans qui est dans un état irréprochable et qui est neuf. Hein. C'est pas faux. Quand tu prends un peu de recul, c'est pas faux. Mais il est vrai que je vais peut-être privilégier une machine qui aura tourné, sans prendre une machine non plus qui a 700 ou 800 heures, mais une machine qui aura tourné en occasion plutôt qu'une machine qui n'a pas tourné. Donc une fois que tu t'es décidé un petit peu sur le style de machine que tu veux, en occasion, ce qu'il va falloir vraiment vérifier. En tant que débutant, c'est délicat, donc je vais essayer de te parler un petit peu tout. Donc clairement, tu vas commencer vraiment à inspecter vraiment l'état de la cale moteur, d'accord, hein. Tu regardes si c'est quand même bien gras. En théorie, il y en a qui le font pas, mais en théorie, c'est censé être gras, d'accord. Allez hop, ça tourne. Je te montre un exemple typique d'une cale moteur saine et propre. D'accord, ça doit être gras. Je veux voir quelque chose comme ça. Même en occasion, là il est neuf, mais même en occasion, je te garantis que mon jet pourra avoir 100 heures, 200 heures, 300 heures. Il sera comme ça. Je ne veux pas avoir de traces de rouille sur les supports moteurs, je ne veux pas avoir de dépôt de sel et ainsi de suite. Un jet comme ça, pour moi, tu l'oublies. Moi, si je passe la main là, bah, j'ai la main grasse. Voilà, tout simplement. Donc tout ce qui va être les produits d'entretien, on abordera le sujet après. Bien entendu, t'hésites pas à te pencher sur toute la machine, tu inspectes l'état de la coque, tu regardes s'il y a eu des retouches et ainsi de suite. Enfin voilà, tu peux avoir des factures de professionnels. Le mec peut très bien avoir rayé sa coque, l'envoyer chez un professionnel et l'avoir fait réparer et c'est très propre et ça bougera pas, ainsi de suite, tu vois. Enfin, vraiment, t'inspectes les choses correctement, t'hésites pas à te pencher sous la machine. Tu peux tout inspecter l'état général classique, mais le plus important, pour moi, le plus important, ça va être l'état de la cale moteur. Tu regardes un peu comment c'est, tu regardes si c'est bien gras à l'intérieur et tout, ça veut dire que le mec est quand même un minimum méticuleux. Tu regardes, hein, faut pas qu'il y ait de dépôt de sel et tout là, vraiment ça c'est pas bon, fuis, oublie. Et après, vraiment tu vas venir inspecter un petit peu l'état de la turbine. Alors je vais vraiment schématiser la chose. Clairement, tu regardes chez Sidou, t'as une bague d'usure, d'accord, qui est bleue ou jaune, enfin voilà, t'as une bague d'usure, t'as ta turbine, donc l'hélice. Si vraiment tu vois qu'il y a ça d'écart entre la bague d'usure et l'hélice, ton jet, voilà. Mais là je te parle sans l'essayer, tu vois. Un jet, ça s'essaye, bordel de merde. Allez sur l'eau, essayez-le. Celui qui achète un jet sans l'essayer, franchement, c'est pile ou face. Vraiment, c'est pile ou face. Sache une chose, un jet peut très bien tourner hors de l'eau et très mal tourner dans l'eau. Ça n'a rien à voir. Donc regarde là, j'ai le téléphone avec moi, je vais te montrer un petit peu la turbine, ce que je vérifie. Hop, transition sur le téléphone. Voilà. Donc la turbine, clairement, t'inspectes l'état de la turbine. Là, tu vois bien, tout est neuf. Regarde bien, tu vois, l'hélice est bien collée contre la bague d'usure, qui est bleue. Donc clairement, voilà. Ici aussi, regarde, hein, quand je te dis penche-toi sous la machine, vas-y, va voir les copes. Vérifie les copes. Et de les copes, tu verras l'arbre de transmission. Je veux pas avoir un arbre complètement rouillé, couleur rouille. Voilà, ça doit être relativement simple. Vu que j'ai pas aimé les 2-3 points de rouille que j'ai eu, eh ben je vais en foutre. Quand t'achètes un jet, t'achètes aussi une remorque. N'oublie pas de vérifier les roulements, ok? T'oublies pas de vérifier les roulements. Inspecte l'état général de la remorque, d'accord? Inspection générale de la remorque. Tu vérifies si tous les feux fonctionnent. Ça fait partie du jet. T'achètes un lot, t'achètes ça ensemble. Il y a des gens qui vendent les jets sans remorque, mais si t'achètes la remorque avec, le prix est inclus dedans. Tu vérifies aussi l'aspect général de la remorque. C'est important, tu vas prendre la route avec. Alors, ce que tu vas pouvoir demander comme document pour un jet d'occasion, ça va être un hivernage, d'accord? Là, on va passer sur l'entretien, sur les coûts d'entretien. Mais déjà, ce que tu vas pouvoir demander à une personne qui vend son jet d'occasion, d'accord, c'est tu vas pouvoir demander des factures d'hivernage tous les ans. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet au niveau de l'hivernage. Il y en a qui ne font pas d'hivernage et qui démarrent leur jet tous les 15 jours, et il y en a qui font des hivernages tous les ans. Je suis plus hivernage, je vais pas rentrer dans le sujet du pourquoi du comment, mais je suis plus hivernage que démarrer le jet tous les 15 jours. Voilà, démarrer le jet tous les 15 jours, surtout sur un Sidou. Clairement, la question piège que tu peux poser à un possesseur de Sidou quand tu vas l'acheter, tu lui dis comment il fait. S'il te dit je fais pas d'hivernage, mais que je démarre tous les 15 jours, tu lui poses une question piège, tu lui dis mais comment tu fais ça alors du coup? Ah ben je le démarre 3 minutes. Ah ben s'il te dit ça, le jet, tu fais demi-tour, tu t'en vas, tu pars.
Vite fait, petite parenthèse, pourquoi je te dis ça? C'est parce qu'un Sea-Doo, ça se rince 30 secondes. 30 secondes, pas plus. Les gens qui rincent ça 3 minutes ou plus, vous êtes des fous, vous êtes des fous. 30 secondes, je te mets le défi de venir poser ton petit doigt sur le plateau qui fait pression contre la bague carbone, d'accord? Il est couleur argentée là. Tu poses la main dessus, au bout de 30 secondes, tu la poses même pas dessus tellement qu'il est bouillant, d'accord? Et c'est pas parce que tu as un système de liquide de refroidissement fermé sur les Sea-Doo, d'accord, que ton jet il chauffe pas, il est pas dans l'eau. Comment il est refroidi le jet? Comment est refroidi un Sea-Doo avec du liquide de refroidissement? Il est refroidi grâce à la plaque de promenade qui est en dessous. Donc ton jet n'est pas refroidi hors de l'eau. D'accord. Donc bref, fin de la parenthèse. J'espère que je vais pas trop vous perdre dans ce sujet-là. Chez Yamaha, c'est différent. Chez Yamaha, le jet, il est refroidi par l'eau, d'accord? Directement. C'est-à-dire que quand tu vas le brancher pour le rinçage, par exemple, l'eau va faire le circuit dans tout le moteur, d'accord? C'est ça le liquide de refroidissement chez Yamaha, en gros. Donc c'est différent. Yamaha préconise pour le rinçage jusqu'à 3 minutes maximum. Si je te dis pas de bêtises, sur le manuel, si je me souviens bien, c'est ça. C'est complètement différent, c'est autre chose. Bon voilà, en gros, pour une machine d'occasion, fais tout pour l'essayer. Essaye-la vraiment, je te garantis. Même si le mec démarre la machine devant toi... Ah ouais, c'est sûr, hein. C'est beau, ça remonte bien. Il a l'air de bien tourner, hein. Mais en vrai, dans l'eau, ça peut être le jour et la nuit. J'ai fait exprès de démarrer le jet pour que tu puisses entendre le bruit d'un Sea-Doo. T'as vu, t'as eu l'impression qu'il faisait peut-être une bruit de casserole derrière. C'est normal ça, enfin c'est normal. Il y a bruit de casserole et bruit de casserole. Là le jet il est neuf, il a 7 heures, ils font tous ces bruits là. C'est pour ça que je te dis que ça s'essaye parce que un jet chez Sea-Doo par exemple, si la bague d'usure, si l'hélice est vraiment usée, que le mec il a démarré le jet dans le sable, qu'il a fait attention à rien du tout et que c'est vraiment usé, il va caviter le jet. Quand tu vas accélérer, ça va caviter, ça va patiner en fait. C'est vraiment là pour ça que j'insiste là-dessus, essaye le jet. Bien sûr chez Yamaha c'est pareil, hein, quand tu démarres le jet hors de l'eau, ce bruit là après tu l'entends plus dans l'eau, hein, mais quand tu démarres le jet hors de l'eau, chez Yamaha c'est un peu plus silencieux. C'est pas pareil, c'est pas foutu pareil, c'est pas une bague en téflon. Alors les professionnels vont peut-être me corriger, c'est pas une sorte de bague en téflon, je sais pas ce que c'est Sea-Doo. Chez Yamaha c'est une bague en inox je crois, si tu dis pas de conneries. Ça fait pas le même bruit, c'est différent, enfin voilà. Donc voilà pour le sujet d'un achat de jet en occasion, reste pas bloqué sur tout ce que je viens de te dire, inspecte la machine, essaye-le là et regarde si t'as des factures d'entretien. C'est hyper important. Après tu peux tomber sur un mec qui est mécano, qui est très minutieux, qui fait ses vidanges lui-même parce que les jets ne sont plus garantis après, hein. Quand tu achètes un jet d'occasion qui va avoir plus de 2 ans, il est plus garanti. Peut-être que le mec il a pas envie de se faire chier à aller payer des révisions dans les 250-350 euros, voire plus chez le concessionnaire, et il va acheter son bidon d'huile lui-même, ses bougies lui-même, voilà, et faire sa révision lui-même. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Moi c'est ce que je vais faire quand mon jet ne sera plus garanti, mais par contre je garde la facture. Je garde la facture du bidon d'huile, des bougies et ainsi de suite pour présenter au futur acheteur. Voilà pour le sujet d'un achat d'un jet d'occasion. Si j'ai oublié des choses, parce que là je fais vraiment la vidéo à chaud, tu me contactes via Instagram et on échange avec grand plaisir. On va maintenant en venir au coût d'entretien d'un jet, ok? L'essence, je t'en ai parlé un petit peu, de la consommation et ainsi de suite, ça va dépendre de plein de choses, mais en termes de coût d'entretien, on va parler, je parle beaucoup de Yamaha, Sea-Doo, mais Kawasaki je les connais pas, en vrai de vrai, les Kawasaki je les connais très peu, mais c'est quasiment pareil, hein, c'est similaire. Sea-Doo ou Yamaha, dans tous les cas, ça va être toutes les 100 heures ou 1 an, ok? Encore une fois, si je dis des bêtises, les gens, vous me corrigez, mais je parle avec mes compétences, ce que j'ai appris en 3-4 ans de navigation depuis que j'ai débuté le jet. Les révisions, ça va être toutes les 100 heures. Quand c'est neuf, quand c'est une machine neuve, tu auras une vidange à 10 heures, ok? Donc quand c'est neuf, c'est garanti par le concessionnaire, donc du coup, tu vas être obligé d'aller chez le concessionnaire. La première révision chez Sea-Doo, c'est dans les 250 euros. Chez Yamaha, c'est pareil, et ainsi de suite. Après, tu auras forcément peut-être une révision à 50 heures. En général, c'est ce que je fais. Chez Yamaha, c'est 50 heures ou 60 heures, quelque chose comme ça. Tu auras une seconde révision à faire, voilà, qui va te coûter un peu plus cher, forcément. Je crois que ça va être dans les 300-350 euros et des brouettes. Et après, tu passes toutes les 100 heures. Toutes les 100 heures ou un an. Là, sur une machine neuve, bon, bah, c'est des entretiens classiques, hein. Bougie, filtre à huile, voilà. Et vérification des pièces d'usure. Donc chez Sea-Doo, ça va être les supports moteurs, ça va être la bague carbone, mais on va pas rentrer dans le sujet, parce que sinon je vais vous perdre. Et chez Yamaha, bah, c'est pareil, hein, c'est vérification classique. Une révision de voiture, voilà, pour les jets neufs. Et après, au fur et à mesure, tu as des pièces d'usure. Chez Yamaha, à 100 heures, tu auras le filtre à air, par exemple, je te dis pas de conneries, et le thermostat, le calostat a changé. Donc forcément, la révision va monter un petit peu plus, mais c'est tout. Après, c'est des entretiens classiques. Ton jet, tu l'entretiens régulièrement. Pas de raison que tu aies de soucis. Pour de l'occasion, c'est la même chose, hein. Pour de l'occasion, si tu as des factures d'entretien, bon, bah, y a pas de raison, hein, y a pas de raison. Et si tu l'as essayé, que tout allait bien, un jet, tu l'essayes pas 5 minutes, hein. S'il faut, tu lui donnes un petit billet si t'es réglo, hein. Tu lui donnes un petit billet au gars pour l'essence, parce que si t'es pas sûr de le prendre après et tout, mais tu l'essayes au moins un quart d'heure, quoi. Au moins, au minimum. Après, pour les coûts d'entretien, j'ai pas plus à te dire, parce qu'en vrai, c'est des révisions toutes simples. Alors oui, ça peut coûter très cher, hein. Ça peut coûter très cher le jet. Tu fais une connerie, tu démarres dans le sable une fois, 2 fois, 3 fois, tu vas niquer ta bague d'usure, ah bah là, ça va commencer à devenir cher, hein. Tu niques ton hélice chez
chez Yamaha, une hélice c'est dans les 700 ou 800 euros. Ça chiffre très très vite après. Hein. En plus de ça, si tu n'es pas mécano, tu vas l'amener chez le concessionnaire, ça va aller très vite. Je te prends un exemple d'une personne qui a acheté un Kawasaki dernièrement, il pensait avoir fait une bonne affaire, il l'a amené en révision parce qu'il s'est dit vas-y, j'ai une petite facture de révision pour partir pour une bonne saison 2023, et ben il a eu que des surprises, d'accord? C'est un retour que j'ai eu, il a eu que des surprises, il doit changer toute son hélice, il doit changer toute sa turbine. En fait, il a quasiment toute la turbine à changer, il en a pour 3500 euros pour un jet acheté à 8000 euros. Ah, ça chiffre vite, tu vois? Ça peut aller très très vite, c'est pour ça que je te dis un jet vraiment, essaye-le correctement. Après, si t'es débutant, tu vas peut-être pas forcément savoir si le jet il tourne bien ou s'il tourne mal. Mais bon voilà, tout ça pour te dire que c'est vrai que les coûts d'entretien classique c'est pas si cher que ça, compte environ, je te parle vraiment d'entretien révision de moteur, hein, compte environ allez 350 euros par an si tu amènes chez le concessionnaire. Tu peux avoir des surprises bien entendu, hein, c'est comme tout, hein, casse le compresseur, voilà, tu vas en avoir pour de suite du 1000 euros et des bourrettes et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on dit souvent que les moteurs atmosphériques sont quand même ultra fiables. Forcément après plus tu montes, plus tu rajoutes des choses, donc du coup un compresseur et tout. Mais bon, j'ai pas envie de rentrer dans le sujet parce que toi t'es là, tu débutes, faut savoir que maintenant les moteurs donc 300 chevaux ou 230 chevaux chez Sidou par exemple, les compresseurs je crois que sont donnés à vie, hein, je crois, si tu dis pas de conneries, vous me direz ça en commentaire les gens. Et chez Yam maintenant les derniers compresseurs, alors à l'époque 2015, 2016, 2017 tu pouvais avoir des soucis de compresseur au bout de tant d'heures, mais maintenant Yamaha chaque année revoit leur compresseur pour le fiabiliser davantage. Maintenant je crois que sur un jet 2022-2023 le compresseur t'as pas de soucis, hein. Si t'es minutieux, tu fais tes hivernages et compagnie, pas de problème. Maintenant on va en venir à ça, l'entretien après ta sortie. Moi j'y passe 1h30, je te jure c'est vrai, j'y passe 1h30 après chaque sortie. Alors si tu ressors le lendemain, non pas forcément, mais vraiment, tu vois dans l'état qu'il est là actuellement, il n'y a pas une trace de sel, il n'y a rien du tout. Donc moi, il y en a qui vont te dire sur Sidou, stop sel, ça sert à rien. J'en fais en mer, il y a du sel, je mets du stop sel, point barre, je m'en fous. Et ça coûte 50 euros, t'en as pour l'année. Putain, t'es pas à 50 euros près quand même, non? Et les gens font ce qu'ils veulent, c'est pas grave. Eternal Combat, WD-40, Navi 6 de chez Stopsel. Je mets du Navi 6. Ça coûte, ça a augmenté les prix. C'était dans les 11 euros, maintenant ça coûte dans les 14 euros la petite bonbonne. Donc pas la peine de le faire dégouliner de produits. Tu en mets un petit peu sur les composants électroniques, voilà. Donc du coup, pour en parler, pour en venir un petit peu à combien ça va te revenir à l'année. Bon bah ça coûte 50 euros, hein, d'accord, donc je pense que t'en as pour la saison, t'es tranquille. Hein. Alors t'as des gens qui vont le diluer dans l'automix, et t'as d'autres gens qui vont pas le diluer. Moi je le dilue pas, parce que je m'en fous d'en racheter un autre à 50 euros, enfin voilà. Des fois je préfère en faire trop que pas assez. Mais il y en a qui le diluent. Normalement c'est à diluer, hein. Si je te dis pas de conneries, c'est à diluer, t'en mets un petit peu, tu mets de l'eau, et puis tu rinces ton moteur. Ça c'est pour rincer ton moteur, ça c'est pour en foutre de partout, après, pour bien que le moteur soit bien gras, ok? Mais c'est pas le moteur qu'on rince sur un Sidou, c'est le système d'échappement. Oui, pardon. Sur les Sidou, tu rinces le système d'échappement. Sur un Yamaha, tu rinces le moteur. Kawasaki, pareil. Voilà, un produit d'entretien, je pense que tu peux... J'ai envie de te dire, c'est pas forcément obligatoire tout ça. Moi, je vais t'expliquer comment je procède réellement. Une fois que j'ai fini ma sortie, je vais rincer tout le jet, d'accord? Je vais rincer tout le jet. Je t'avais fait des vidéos sur des Yamaha, tu remontes un petit peu en arrière, sur le Yamaha et Sidou. Alors, c'est des vieilles vidéos, j'étais pas trop à l'aise sur les vidéos et compagnie. Mais j'ai fait des vidéos sur les rinçages. Je le referai pour celui-là. J'essaierai de la refaire beaucoup mieux que ce que j'avais fait à l'époque quand je débutais. Mais voilà, moi, comment je procède réellement, c'est quand j'ai fini ma sortie, d'accord, quand j'arrive chez moi, j'enlève la selle, je rince. En premier, je rince le moteur. Donc pour ça, je vais pas rentrer dans le détail, mais il faut rincer le moteur. En premier, je rince le moteur, je le branche à l'eau. Tu démarres d'abord le jet, premièrement. Tu démarres d'abord le jet et après tu envoies l'eau. Donc du coup, tu vas faire ton rinçage moteur. Et une fois que tu as fait ton rinçage moteur, donc ça va durer 30 secondes chez Sidou et à peu près 3 minutes chez Yamaha. Une fois que tu as fait ça, tu peux couper l'eau, éteindre le moteur. On n'en parle plus. Ton moteur, il est rincé, c'est bon, tu n'as plus besoin de le démarrer. Donc, suite à ça, le but, ça va être d'éliminer le sel sur ta coque, de partout. Si tu as navigué fort, il est possible que tu aies de l'eau qui rentre à travers sous la selle, hein, tout simplement. Donc du coup, tu vas avoir des dépôts de sel qui vont avoir séché avec la chaleur du moteur. Donc là, bon ben vas-y. Alors pas de pression, on met pas de pression, mais vas-y, rince le jet abondamment avec de l'eau genre style pomme de douche là, tu vois. Tu rinces bien tout. Tu t'en fous, tu n'auras plus besoin de démarrer ton jet, donc là c'est bon. Tu rinces bien tout. Après, tu peux aller rincer également ta turbine. Pareil, pas de pression, juste style pomme de douche et compagnie, voilà. Tu rinces toute ta turbine. Suite à ça, c'est bon. T'as enlevé tout le sel. Tu peux le faire également avec le stop sel, hein, avec encore un petit peu d'automix, du stop sel ou simplement à l'eau douce. Suite à ça, c'est pareil. Alors moi, j'ai investi dans un compresseur. J'ai pas envie de laisser une seule trace d'humidité dans le jet. J'enlève toutes les gouttes d'eau qu'il y a de partout. Et suite à ça,
j'en fous un peu de partout. Le moteur est bien gras, tu peux entrer également dans la turbine. Alors moi, je t'avoue que le Navi 6 ça coûte tellement cher que j'en mets que pour la cale moteur. Et le WD-40, je fous sur la turbine. Et maintenant, on va en venir aux équipements du pilote, d'accord? Alors, ça va dépendre de beaucoup de choses. Est-ce que tu vas sortir l'hiver? Est-ce que tu vas pas sortir l'hiver? Si tu sors que l'été, tu vas te dire, oh bah c'est bon, vas-y, je mets qu'un short maillot de bain. Alors non, 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 parce que aujourd'hui, dans la réglementation, hein, le short de bain est interdit. Il va te falloir quelque chose en néoprène pour te protéger au cas où si tu viens à chuter de la turbine en fait, hein, de la propulsion de la turbine qui est ultra puissante, ou même ta passagère ou ton passager, s'il vient à tomber et que toi t'es à fond les gaz derrière, je peux te dire qu'avec la puissance de la turbine, tu peux lui faire des très très gros dégâts à son corps, hein, tout simplement. Déjà, premièrement, il va te falloir, donc comme je t'ai dit, là, dans la réglementation, après tu fais ce que tu veux, moi je m'en moque. Dans la réglementation, si déjà de base, il va te falloir un style de petit short néoprène pour te protéger. Je l'ai pas, j'ai pas de short néoprène parce que moi je navigue en combinaison. De base, un gilet, d'accord? Donc un gilet, clairement, voilà, t'as tout type de gilet, c'est à toi de choisir, néoprène. Moi je navigue en combinaison pour le soleil, la peau, quand tu passes toute la journée au soleil, enfin moi le bronzage, je m'en fous. Je m'en fous complètement. Donc moi je navigue en combinaison toute l'année. Donc clairement la combinaison l'été ça va être du 2 mm. Alors tu as toutes sortes de combinaisons, hein. Tu peux avoir juste la petite combinaison classique avec les bras à l'air. Enfin voilà, tu fais comme tu veux. C'est pas obligatoire encore une fois, mais moi je navigue toute l'année donc je vais te montrer mon matériel. D'accord? Donc le gilet, un gilet ça va à tous les prix. Ça va de 50 € à 150 € voire plus. Ok? Pour ma combinaison classique, alors il y a plusieurs types de combinaisons. Alors je vais peut-être te perdre dans tout ça, mais il y a plusieurs types de combinaisons. Ici, on a une combinaison par exemple qui, neuve, ça c'est la combinaison de ma femme, moi j'ai quasiment la même. On a une combinaison là qui vaut quasiment 500 €. Ouais, on dirait pas, je t'explique pourquoi. Si je te dis pas de conneries, c'est une 5 mm, d'accord? C'est une 5 mm, mais regarde à l'intérieur. Elle est complètement fourrée de partout. Ça, ma femme, elle met ça l'hiver, si elle veut, elle saute dans l'eau à 10 degrés, elle sentira rien du tout. Je te garantis, on l'a déjà fait. Moi j'ai les mêmes types de combinaisons. Par exemple, moi la combinaison que j'utilise pour toute l'année, parce que mon but c'est pas de tomber à l'eau l'hiver. Ma femme elle a pris beaucoup plus gros. Moi c'est une 4-3, d'accord? En gros 4-3, si tu dis pas de conneries, c'est 4 mm sur les parties voilà, à protéger, on va dire, à tenir au chaud, et 3 pour le reste. Je te montre une combinaison classique d'été style Décathlon, ok? Ça va te coûter 80 €. Il y a rien, il y a strictement rien, d'accord? Mais bon, ça c'est très bien pour l'été, hein. L'hiver, en plus de ça, je rajoute une veste marine. Donc ça c'est une veste marine type Décathlon qui est imperméabilisée, ça permet de te protéger, ça te tient chaud, en plus de la combinaison, tu es très très bien. Et encore après ça, tu peux rajouter du coup des chaussons néoprène. Alors moi je prends des trucs comme ça avec des petits revêtements en caoutchouc, des chaussons néoprène, tu choisis ce que tu veux, 2, 3, 5 mm, c'est en fonction de si t'es frileux ou pas. Et après tu as également des petits gants classiques. Alors ça c'est les équipements de ma femme, c'est les premiers trucs que j'ai trouvé. Des gants en néoprène, pareil, tu choisis 2, 3, 5 mm comme tu le souhaites en fonction de si t'es frileux ou pas frileux. Mais voilà, le jet se pratique l'été, donc grosso modo, gilet, tu peux compter, si tu veux te faire plaisir, tu peux compter 150 €. Ma dernière combinaison que j'ai achetée, la 4-3 là, ça coûte dans les 250 €, tu vois, pas trop excessif non plus. Mais bon, je pense que pour le pilote, si tu veux te faire plaisir, pour 300 € t'es équipé pour naviguer toute l'année. Encore une fois, ça va vraiment dépendre des types de marques que tu vas prendre et compagnie. Bien entendu, si pour toi c'est des prix qui sont beaucoup trop élevés, je te rassure encore une fois, tu prends un gilet à 50 €, ok, et pour l'été, et puis tu te prends juste un truc en néoprène, t'en as pour pas plus de 80 €, hein, tu vois, voilà, ça dépend de... Je respecte les budgets de chacun, voilà. En parlant des équipements du pilote, il y a des équipements obligatoires à avoir, d'accord? J'ai le téléphone avec moi, je vais vous le lire en direct, mais je vous mettrai la capture d'écran directement. Vous devez avoir le matériel de sécurité suivant: équipement individuel de flottabilité, d'accord? Donc c'est le gilet, d'accord? 50 Newton. Après, je crois que si tu dépasses les 2000, je me demande s'il faut pas du 100 Newton, enfin je sais plus. Donc ça c'est la flottabilité de ton gilet. Moyen de repérage lumineux individuel étanche, par exemple lampe flash. Je te montre un exemple tout de suite. Elle est là, tac. D'accord? Ça c'est obligatoire sur le gilet. Donc t'en as qui sont manuels, où t'appuies. Et tu en as du coup qui sont automatiques, dès que tu vas tomber à l'eau, elle s'allume toute seule. Voilà. Après il va te falloir, donc il faut qu'elle ait une autonomie au minimum au moins 6 heures. Mais bon, c'est les trucs réglementaires, hein. Quand tu vas acheter ça, c'est en général ça c'est prévu pour 6 heures minimum. Un dispositif de remorquage, d'accord? Donc un bout de remorquage ou quelque chose comme ça. L'extincteur, je sais pas s'il est obligatoire, mais je te conseille de le mettre. Alors moi par exemple, le gros avantage
du Sea-Doo GTX, c'est qu'il y a tout là-dedans. Je te le montre avec le téléphone. C'est donc de ça que je vais te parler. L'extincteur, il est ici. Et là, par exemple, donc sur n'importe quel jet ski, hein, tu as la place. Hein. Sur n'importe quel jet ski, tu as chez Yamaha, tu as la place pour mettre un extincteur devant dans le coffre. Chez Sea-Doo, c'est ici. Et chez Sea-Doo, il y a le petit kit comme ça d'armement, on va dire, dedans. Tu as une corde pour te faire remorquer. Tu as une lampe. Tu as les copes. Ça sert des copes, en fait, le truc là. Voilà, tu as les équipements obligatoires. Voilà, maintenant tu sais à peu près à combien revient la pratique du jet ski. Bah, ton jet, va falloir aller à la mise à l'eau, d'accord? Va falloir aller dans un port. Et ben tout ça, ça a un coût également. Ça a aussi un coût. Ça a malheureusement encore augmenté les tarifs. À l'époque, tu pouvais trouver des mises à l'eau à 5 €, voire des mises à l'eau sauvages. Mais maintenant, c'est de plus en plus surveillé ou barré avec des rochers. Voilà, avant c'était à peu près 5 € la mise à l'eau parce qu'en fait, tu avais un tarif dégressif. Un exemple, avec le port de la Grande Motte, tu payais dans les 120 ou 130 € les 30 accès. Tu vois, ça allait. Maintenant, c'est fini. Maintenant, il n'y a plus de tarif dégressif. Maintenant, alors peut-être que dans certains ports, ça existe encore, mais chez nous, c'est fini. Maintenant, il va falloir que tu comptes un accès de mise à l'eau. Bien sûr, hein, tu vas avoir l'eau douce pour rincer ton jet et compagnie en fonction des ports. Ça, pour si tu veux t'enseigner pour rincer ton jet sur le port à la mise à l'eau, bon bah tu appelles la capitainerie, savoir s'ils ont un accès à l'eau douce pour pouvoir rincer. Mais sache que voilà, va falloir que tu comptes au minimum 15 €. Voilà, 15 € et je crois que ça a encore augmenté. À Port-Camargue, j'ai entendu dernièrement qu'ils avaient passé de 15,50 €, ils viennent de le passer à 20 €. Si vous avez des questions, encore une fois, je le répète, contactez-moi via Instagram, d'accord? J'échange avec tout le monde en message vocal, on discute en message vocal, ça va super bien, j'échange avec tout le monde. J'ai pas réellement encore repris vraiment les vidéos comme avant, les belles vidéos avec beaucoup de sorties, avec beaucoup de monde également et tout ça. Actuellement, je suis en rodage, donc je sors beaucoup en mode pêche. Prochainement, je vais essayer de vous sortir une vidéo justement, faire du jet ski, voilà, enfin, faire de la pêche en jet ski. Je vais essayer de vous sortir une vidéo comme ça. Je me suis adapté une petite glacière, j'ai pas encore acheté la glacière Sea-Doo qui coûte une blinde. Mais bien sûr, cet été, bon, bah, on va essayer de reprendre des belles vidéos sympathiques. Je retourne au lac de Parlou, je vais retourner en Espagne. Il y a vraiment des très très beaux endroits. J'ai pas envie de te faire peur là-dessus, mais avant d'acheter un jet ski, renseigne-toi dans quelle zone tu es. Hein. Si tu es sur Marseille par exemple, bon ben le jet ski aujourd'hui à Marseille c'est un peu mort, sauf si tu as les moyens d'acheter un waveboat. Le waveboat c'est le fameux bateau où tu peux intégrer le jet ski, où du coup tu passes en catégorie C et du coup tu es de nouveau un bateau. Tu es plus considéré comme un jet ski tant que tu ne détaches pas ton jet. Mais c'est vrai qu'à Marseille aujourd'hui c'est compliqué par exemple, mais nous ici sur la côte, de Port-Camargue à Argelès, ça reste relativement tranquille, tu peux naviguer sans problème. Et après nous l'Espagne c'est à 1h30 donc ça va. Le lac de Parlou est à 1h20 de route, on peut encore naviguer en jet là-bas, il n'y a pas de souci, donc c'est cool aussi. Voilà, mais moi c'est vrai qu'aujourd'hui ce GTX je vais beaucoup l'utiliser en mode pêche, je suis un passionné de pêche. Je débute aussi dans la pêche mais j'adore ça. Donc il y aura également des vidéos pêche et après vidéos fun, des sorties avec des collègues et compagnie. Prochainement du coup je vous ferai également une vidéo sur le rinçage du Sea-Doo parce que j'entends de tout et n'importe quoi et moi je me réfère au manuel, les gens font comme ils veulent mais je pense que le constructeur sait ce qu'il fait, je me réfère au manuel. Un Sea-Doo ça se rince 30 secondes et pas plus. Mais bref, les gens font ce qu'ils veulent, c'est pas mon jet, je m'en moque. Pareil, on viendra à parler des conneries à ne pas faire parce que j'en vois, c'est malheureux. Des fois j'ai envie d'aller les voir aux gens et leur dire mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Tu vas niquer ta machine, hein? Tu démarres pas ton jet dans le sable, tu le pousses et si ton jet tu l'as bitché dans le sable, ben, tu vas un peu plus au large, hein, jusqu'à avoir l'eau ici par exemple, et puis tu vas, tu le secoues. D'accord, tu vas, tu le secoues, tu le lèves, tu le secoues, histoire de brasser un peu de l'eau dans la turbine pour enlever le sable qui aurait pu se poser, les coquillages et compagnie. Pareil, quand t'as fini ta sortie, que tu remontes le jet sur l'eau, ok, ça sert à rien, arrête, à part faire le kéké, ça sert à rien. Pareil, je vais en mettre en colère peut-être en disant ça, mais arrêtez. Alors non seulement ça donne une putain de mauvaise image au jet, et ça sert à rien, hein. Fais juste c'est tout, ça s'arrête là, c'est bon, ça sert à rien. Oh, les gars, je sais, ça fait un beau bruit, c'est sympa, on aime tous ça, mais c'est bon quoi, 5 minutes. Enfin, c'est des sujets qui m'énervent un petit peu, qui me fâchent à l'intérieur de moi parce que le jet a déjà une très mauvaise image, et si on fait pas attention à tout ça, bon ben, un jour ou l'autre, ils vont réussir, hein. Ils vont réussir à interdire un jet de partout, tout simplement. C'était une petite parenthèse qui était importante à dire pour moi, parce que voilà, c'est comme ça. Donc j'espère que cette vidéo-là t'aura plu, j'espère avoir fait le tour, j'espère ne rien avoir oublié. Si t'as des questions, tu me contactes ou tu me laisses un commentaire. J'essaie de répondre à tout le monde. Et voilà, et j'espère pour toi que ça t'aura aidé pour choisir ton jet, pour te rendre compte un petit peu des coûts d'entretien, du coût annuel sur un jet. Donc j'espère pour toi que tu t'achèteras ton nouveau jet ski, hein. J'espère que tu franchiras le pas, et pourquoi pas se rencontrer sur l'eau, tout simplement. Allez les amis, je vous laisse, à bientôt.